Bonsoir à tous, nous sommes mercredi soir et l'heure de votre émission L'Actu en débat. Le magazine de la rédaction qui décortique l'actualité nationale et internationale. 2 points à l'ordre du jour de notre débat. Retour 2024, quelques faits majeurs de l'année écoulée. Et nous allons parler bien sûr de 2025. Est-ce une année électorale au Mali? Nous en parlons avec nos invités, Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Youssouf Sissoko, également journaliste et directeur de publication du journal Alternance. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bonne heureuse année. Merci. 2025, mes meilleurs vœux à vous tous. Merci. Alors avant de commencer, je vous donne l'occasion de souhaiter les vœux. Merci bien. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le Mali. Souhaiter que l'année 2025 soit vraiment l'année de renouvellement du Mali. Que Dieu arme et de patience et assiste nos dirigeants pour vraiment s'engager pour le Mali, pour le bien des populations et pour soulager les populations des souffrances que nous avons connues ces 10 dernières années. Monsieur Sissoko. Merci et bonne et heureuse année à tous les personnels d'abord de TMA. Et je souhaite en tout cas la même chose à tous les Maliens et à toutes les Maliennes, que cette année soit une année de paix et qu'elle soit totalement différente, en tout cas positivement, de l'année 2024. Parce que 2024 a été une année très éprouvante, une année vraiment horrible, si vous voulez bien. Donc le souhait, c'est que l'année 2025 soit en tout cas le début de la fin de nos souffrances, de toutes nos souffrances, avec des élections crédibles, transparentes, pour que le Mali puisse en tout cas signer son retour à l'ordre constitutionnel et son retour en tout cas dans le concert des nations démocratiques. Merci pour ces vœux. Également, je souhaite mes vœux aux téléspectateurs et que la paix revienne dans le Mali pour que nous puissions vraiment vaquer tranquillement à nos occupations. Nous allons faire un récap de l'année 2024 puisque nous sommes aujourd'hui 1er janvier 2025. Alexis Kalambiri, selon vous, quels sont les faits qui ont marqué l'année 2024? Il y en a beaucoup. On va essayer de prendre quelques Voilà, pour ce qui concerne le Mali, on peut peut-être commencer par le plan social avec les inondations qui nous ont beaucoup éprouvés. Au plan sécuritaire, l'insécurité qui a continué à faire déplacer les populations. Au plan politique, on peut parler de l'arrestation et de la libération des leaders politiques et bien d'autres sujets. Donc, oui, l'année 2024 a été riche en événements, en rebondissements, avec toujours, disons, comme couronnement cette incertitude dans laquelle nous demeurons. Sissoko, qu'est-ce que l'on peut retenir de l'année 2024? Oui, je crois que mon prédécesseur a évoqué, a énuméré un certain nombre de faits que je partage entièrement, et comme entre autres les inondations. Et ces inondations ont provoqué quand même beaucoup de dégâts, de déplacement des personnes, etc. Donc, il y a eu aussi, ce que je peux ajouter en tout cas, ce qu'il a énuméré, c'est aussi la tenue du dialogue intermalien. Et ce dialogue intermalien qui était vraiment attendu par tout le monde, qui était censé en tout cas rassembler tous les Maliens autour en tout cas des objectifs de la transition. Bon, mais disons-le clairement que ce dialogue n'a pas, en tout cas le fruit n'a pas respecté la promesse des fleurs. Donc à ce niveau-là. Ensuite, il a parlé de la sécurité bien sûr, et cette sécurité, on constate aussi que ça s'est beaucoup exacerbé, ça s'est propagé un tout petit partout, en tout cas à travers le pays. Au départ, c'était au nord et au centre, mais même les régions du sud aussi ont connu des attaques, en tout cas sanglantes, des attaques meurtrières. Donc, et ensuite, nous pouvons dire qu'il y a eu aussi le remaniement, réaménagement, parce qu'avec le départ du Premier ministre et la nomination des nouveaux Premiers ministres, il n'y a pas eu de chamboulement, en tout cas au sein de l'équipe gouvernementale. Mais nous avons quand même constaté que certains ministres sont partis, d'autres sont revenus. Et le Premier ministre, surtout, c'est un nouveau Premier ministre. Et il faut reconnaître aussi que ce Premier ministre, une fois élu, il a quand même posé certains actes qui ont quand même qui nous ont permis d'espérer un peu, parce qu'il a rencontré toutes les forces vives de la nation.
Et avec elle, il a en tout cas déroulé un peu sa vision, la vision de celui qui l'a mis en mission. Donc, je crois que sur le plan national, c'est ce qu'on peut pour l'instant retenir. Ok, 2024 a été riche vraiment en événements. Alors, justement, nous sommes en 2025. Selon vous, quels doivent être les défis que nous devons faire face pour cette nouvelle année? Il y en a beaucoup. Si vous voyez les missions qui ont été énumérées ou confiées au nouveau Premier ministre, je pense que ces missions à peu près résument les attentes des populations. Et moi, je commencerai peut-être par la fin qui, en respectant l'ordre de ces missions, c'est un peu les élections. Vous savez, c'est encore un débat passionné au Mali parce que vous avez beaucoup de gens qui disent le contexte ne s'y prête pas. Mais pour moi, il faut justement, dans ce contexte, pouvoir travailler à un consensus pour aller à des élections. On veut plus des élections consensuelles qui amènent un homme consensuel de sorte à ce que tout ce qu'il va faire soit revêtu du sceau de la légitimité et de la légalité. On en a besoin vraiment pour apaiser le climat social, pour apaiser nos relations avec beaucoup de gens. Si vous discutez un peu avec la communauté internationale, il y a beaucoup qui ont des gènes à aller plus loin avec le Mali, justement du fait du statut de ceux qui sont là. Donc je pense que il nous faut sortir de cette transition qui a quand même 4 ans, le temps d'un mandat, pour aller à des élections consensuelles, pour que nous nous entendions sur un minimum consensuel, de sorte à ce qu'on fasse face aux défis de développement qui nous attendent. Oui. Sissoko, quels sont pour vous 2025? Qu'est-ce que l'on doit faire? Bon, avant de répondre à cette question, j'avais pensé peut-être qu'on allait faire un petit tour à l'extérieur aussi. Oui, je ne vais pas le parler. Il faut aussi parler de la sortie, si vous voulez bien, des 3 pays de l'AES, de la CEDEAO, le 28 janvier quand même 2024. En début d'année. Et ensuite, il faut parler aussi de l'élection ou de 2 élections quand même démocratiques, en tout cas celle de Diomaye Faye au Sénégal et l'élection de John Dramani Mahama en tout cas au Ghana. Ces 2 élections, en tout cas, surtout au niveau de la CEDEAO, c'est-à-dire que m'ont permis en tout cas d'espérer que la zone va être en tout cas une zone où les choses vont se passer démocratiquement. Maintenant, il y a eu aussi ce qu'on appelle la chute de Bachar al-Assad en Syrie et beaucoup d'autres événements. Maintenant, pour ce qui est de 2025, en tout cas, j'ose espérer que nos autorités vont tirer beaucoup d'enseignements du passé. Parce que je l'avais dit déjà à l'entame de mes propos que 2024 a été une année très, très, très dure pour le pays, tant sur le plan social que sécuritaire, même sur le plan politique, parce que le pays est tellement divisé aujourd'hui que franchement, il faudrait qu'on essaie d'abord de recoller les morceaux, de rassembler tout le monde. Et pour cela, il faut justement fixer la date des élections. Fixer la date des élections pour qu'on puisse sortir de cette situation exceptionnelle qui n'a que trop duré et dont les conséquences sont véritablement incommensurables. Je pense que les autorités vont faire en sorte que, en tout cas, nous puissions aller très rapidement aux élections. Et avant les élections, il faudrait qu'elles fassent en tout cas en sorte que nos suffrages, en tout cas, les différentes aspirations du peuple soient en tout cas comblées. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que sur le plan social, ça ne va pas. Avec la crise énergétique, franchement, beaucoup d'entreprises sont fermées et beaucoup de gens, beaucoup de Maliens ont perdu leur emploi. Donc, très rapidement, ça, c'est une urgence, avant même les élections, qu'on arrive à trouver des solutions aux problèmes les plus urgents. C'est des problèmes de survie pour le peuple. Et je pense que elles ne peuvent avoir, les autorités ne peuvent avoir en tout cas des solutions à ça, lorsqu'elles vont accepter justement de s'ouvrir à tout le monde, de s'entendre avec en tout cas leurs voisins. C'est pourquoi d'ailleurs pour la sortie, pour le retrait de la CEDEAO, j'ai fait partie des gens qui ne sont vraiment pas du tout pour ça, parce que tout simplement nous pays continentaux, nous dépendons beaucoup plus en tout cas des pays côtiers, parce que nos produits, nous consommons 70% de nos produits sont des produits d'importation. Donc forcément, nous avons besoin de tout le monde. Et je pense qu'il faudrait très rapidement que les autorités mettent un peu d'eau dans leur vin en 2025 pour que nous puissions nous réconcilier avec tout le monde. Parlons
élections. Justement, vous avez tous parlé d'élections qui va permettre de mettre le pays dans le Conseil des Nations. Alors, 2025, est-ce une année électorale quand on sait que le 19 décembre dernier, le Conseil national de transition a finalisé l'adoption de la loi de finances pour l'année budgétaire à venir, confirmant des fonds destinés aux élections, aux organismes spécialisés et aux départements ministériels. Et pour 2025, le budget de l'État est évalué à 2648 900 milliards de francs CFA en recettes et 229,886 milliards de francs en dépenses, entraînant un déficit de 580,986 milliards de francs CFA. Alors, la bonne nouvelle dans ça, c'est que les élections, la CNT a réservé 80,750 milliards de francs CFA pour les dépenses électorales et avec un budget qui est alloué à 6 093 milliards pour l'autorité indépendante de gestion des élections EIGE. Est-ce à dire, avec ce budget, on peut expliquer que vraiment 2005 va être une année électorale au Mali? Il y a deux choses. C'est vrai que c'est le premier, le premier signal. Ça donne une indication. Alors, l'autre signal, c'est qu'est-ce qu'on va dire ce soir dans le discours, l'adresse à la nation du président de la République. Et puis, il y a, on nous a habitués depuis un certain temps à des collectifs budgétaires après. C'est-à-dire, il y aura toujours, je pense, des correctifs. Donc, que ça soit dit ou pas, l'autre signal sera si au cours de l'année, il y a un collectif budgétaire pour corriger en fonction de ce qu'on va avoir, on pourrait se faire une religion. Parce que si vous voyez quelle était la tradition chez nous, il y a toujours ce déficit budgétaire. Vous avez dit 2000 en recettes, 3000 en dépenses. Habituellement, c'est un peu la coopération internationale qui comblait le gap. Il n'y a plus cette coopération-là. On a souvent procédé par des bons de trésor et appels publics à l'épargne. Est-ce que ça va combler le gap? Est-ce qu'on va faire un collectif pour ramener à des proportions? Tout ça seront des indicatifs. Mais de plus en plus, vous voyez, rien qu'à avoir un sondage empirique au niveau de la population, il fut un temps où le sujet était presque tabou. Parce que les gens disaient, il y a une nation à sauver, ce qui est vrai. Il y a un système à stabiliser, ce qui est également vrai, avant d'aller aux élections. Mais le temps faisant son effet, on a vu qu'il y a beaucoup d'actions qui ne peuvent être menées en dehors d'une certaine légalité. Donc, de plus en plus de voix s'élèvent, y compris dans le rang de ceux qui étaient opposés aux élections, pour dire allons-y aux élections. Tenons les élections. Allons-y aux élections, justement. Alors, on sait qu'on nous a toujours donné un prétexte pour dire que la situation ne sied pas vraiment à l'organisation des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les choses ont changé et que vraiment, l'espoir est permis? Bon, vous savez, il n'y aura jamais toutes les conditions ne seront jamais réunies pour en tout cas aller à une élection. Mais pourtant, il faut y aller. Il faut y aller impérativement maintenant. Parce que, franchement, Kolo a dit, franchement, il n'y a plus d'alternative aux élections aujourd'hui. Et on peut nous dire que oui, il y a l'insécurité, oui, il y a ça, mais franchement, il faut aller aux élections. Maintenant, est-ce que les élections vont avoir lieu en 2025? Le point d'interrogation reste posé parce que, franchement, ce ne sont plus les annonces qui vont me faire croire, en tout cas, à la tenue de ces élections-là, parce qu'il y a eu des annonces par le passé, il y a eu même des délais. 2 délais n'ont pas été respectés. Donc, et avoir en tout cas un montant dans le budget qui sera consacré aux élections ne me fait vraiment pas penser à la tenue véritable des élections. Moi, je voudrais... Mais est-ce qu'il n'y a pas espoir quand on voit qu'on a vu récemment à la rentrée des cours des tribunaux, le président qui a parlé d'élections, le premier ministre qui a rencontré l'EIGE qui a parlé que bientôt il faut qu'on mette tous les dispositifs pour qu'il y ait les élections. L'EIGE est actuellement en train de former les démembrements à ses membres au niveau des régions. Est-ce que quelque part il n'y a pas un signal? Franchement, c'est un signal. Mais vous savez, avec ces autorités-là, on nous a tellement habitués à dire aujourd'hui, à dire quelque
choses le lundi et à faire le contraire le mardi, que nous ne pouvons vraiment pas dire vraiment. Parce que pour un oui ou pour un non, on peut dire que franchement, on ne peut pas tenir les élections. Sinon, effectivement, c'est des signaux qui prouvent réellement qu'elles sont dans de bonnes prédispositions pour aller aux élections. Mais rien ne nous garantit véritablement qu'il y aura élection. Nous attendons tout simplement de voir. Alors, M. Kalambouyi, justement, malgré ces avancées budgétaires, les préoccupations persistent, surtout au niveau de la classe politique, qui est toujours dans le scepticisme par rapport à ces élections-là. Est-ce que quelque part vous ne donnez pas raison à ces... Est-ce qu'ils n'ont-ils pas raison lorsqu'ils sont sceptiques par rapport aux déclarations des autorités? Oui, vous savez, la grande victime de cette situation, c'est la classe politique. Elle a été chargée de tous les péchés d'Israël sans pour autant avoir les moyens de se défendre. Tout ce qui est arrivé comme dysfonctionnement a été imputé à la classe politique, a été imputé à ceux qui ont eu à gérer. Et je pense que les politiques ont encore du mal à rétablir cette image-là et, disons, à corriger cette image. Et chaque fois que les politiques parlent d'élections, on voit une volonté disons, de revenir aux affaires. Ça paraît comme s'ils parlent plus pour eux-mêmes que pour le bien de la nation. Donc, je pense qu'ils ont vraiment le mauvais rôle. Quoi qu'ils disent, disons, va être interprété comme une prêche pour leur propre chapelle. En tout état de cause, vous savez, Sissoko a parlé tout de suite du Ghana et du Sénégal. Pour que les vaches soient bien gardées, il faut que chacun joue son rôle, c'est-à-dire la politique aux politiques. Ce n'est pas une société fermée, ce n'est pas une classe fermée. Tous ceux qui veulent faire la politique, c'est-à-dire s'investir pour la collectivité, doivent venir sur ce terrain-là. Donc, ce n'est pas interdit à quelqu'un d'autre, mais on ne peut pas penser que eux sont nos seuls problèmes. Alors, Sissoko, justement, on regarde 5 mois, on peut dire aujourd'hui, 5 mois après la levée de la mesure d'interdiction de l'activité des partis politiques. On voit que, bizarrement, ce mois le mois de décembre passé a été un mois très animé parce que les partis politiques ont commencé à organiser des conférences nationales. Il y a eu le congrès, la DEMA-PAJ a tenu pour elle récemment à Koulikro. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont en train de sortir de leur hibernation pour vraiment occuper la place qui est leur? Bon, je ne crois pas trop, parce que les instances dont vous venez de citer sont des instances statutaires. Congrès pour tel parti et conférence nationale pour tel autre sont des instances statutaires de leur parti. Et je pense que ça ne dénote pas trop en tout cas d'une sorte de sortie de l'hibernation. Je ne crois pas, parce que c'est ce que d'ailleurs je reproche en tout cas aux partis politiques. Sinon, juste après la libération de leur leader, moi je m'attendais quand même à une conférence, et si possible à beaucoup de conférences, pour non seulement dénoncer certaines pratiques, pour commencer véritablement des activités politiques. Mais conférence par-ci, congrès par-là, je ne crois pas que ce soit, en tout cas, des signaux très forts qui prouvent réellement... Ça fait un moment qu'il n'y a pas tous ces congrès. Oui. On fait 2 ans, 3 ans sans congrès. Oui, c'est vrai, puisque peut-être que le mandat n'était pas arrivé à terme, certainement. Bon, pour la conférence nationale, je crois que c'est chaque année, et je pense que l'ADEMA a tout le temps tenu quand même sa conférence nationale. Mais moi, je pense que jusque-là, j'ai comme l'impression que la classe politique dort. Elle dort véritablement parce que, franchement, pour des gens qui veulent conquérir et reconquérir le pouvoir, et après tant de campagnes de diffamation, de campagnes en tout cas de dénigrement, je crois qu'il était temps pour les partis politiques, juste après la libération de leur leader, de faire en sorte qu'on puisse en tout cas démentir, porter un démenti cinglant, en tout cas toutes ces allégations mensongères qu'on est en train de leur faire. Non, mais je pense que je ne vois pas tellement tard, et à part Moussa Mara, il faut le reconnaître, Moussa Mara est aujourd'hui le seul leader politique qui est sur le terrain, qui a le courage en tout cas de ses idées, qui fait des critiques, mais qui en même temps fait des propositions. Justement, oui, la bonne question justement à ce niveau, est-ce qu'il y a vraiment changement? Il y a un parti qui a fait un communiqué pour dire que le leader du parti, M. Nabi Togola, a été arrêté, enlevé lors d'un point de presse, je crois vendredi ou samedi dernier. Donc, est-ce qu'il y a vraiment changement? Est-ce qu'il y a cette ouverture
est-ce que les partis se sentent vraiment libres pour mener des actions? Je pense que la bonne question à ce niveau, sinon ils ont à corriger leur image, ils ont à se réconcilier avec la population et il y a énormément de travail à faire à ce niveau. Et l'autre chose, je ne sais pas s'il y a eu un travail de communication à la base, mais malgré toute la souffrance des populations, malgré tout ce qu'il y a, on reconnaît, disons, on donne encore beaucoup de tolérance aux militaires en disant que ce n'est pas de leur fait. Ils ont trouvé une situation déjà, disons, pourrie sur place. Donc, c'est un atout qu'ils peuvent certainement transformer le moment voulu si jamais ils ont des ambitions. Sissoko, c'est vrai, tout à l'heure vous avez parlé que c'est pour vous, si je peux vous résumer, un événement, ce qui se passe au niveau des partis politiques parce que c'est statutaire, mais est-ce que quelque part, avoir tous aujourd'hui, est-ce que quelque part, quand on regarde bien ces conférences, ces congrès, des discours qui sont tenus avec les partis invités lors de ces différentes rencontres, est-ce que quelque part, ne sont-ils pas en train de prendre conscience que s'ils ne changent pas la tendance, ils risquent de disparaître? Mais bien sûr, ils jouent leur survie en réalité, leur survie politique, il faut le dire ainsi, parce que imaginez que, j'ai dit en tout cas sur certains plateaux même que les tenants actuels du pouvoir ont bâti leur popularité sur le dénigrement des partis politiques. On a fait porter le chapeau en tout cas de tous les maux du pays aux hommes politiques. Pendant 30 ans de démocratie, rien n'a été fait. L'armée a été ceci, l'économie a été cela. Mais les journalistes ont quand même porté un démenti, mais ça ne suffit pas. Il faut que les acteurs politiques même sortent en tout cas et descendent sur le terrain pour justement apporter des éléments de réponse clairs à ça. Donc moi je pense que c'est ce que je ne vois pas trop, c'est ce que je ne vois pas. Et j'ai comme l'impression que la nouvelle génération qui est censée assurer la relève, elle est amorphe à mon avis, elle ne joue pas pleinement son rôle. Je ne sais pas si c'est pour des calculs politiciens parce que chacun pense peut-être que... Vous savez, moi je pense sincèrement que l'arrestation des 11 a un peu sauvé la classe politique. Okay. Parce que il n'y avait pas, vous savez, l'hostilité et des militaires et ambiante qu'on a créée avait poussé les politiques à se regrouper, à se soutenir, mais ils n'ont jamais pu former un mouvement uni et homogène. Il y avait de vraies contradictions en leur sein et le mouvement était sur le point de voler en lambeaux. Donc l'arrestation a fait qu'ils ont mis les contradictions sous le boisseau, le temps de faire face, mais quelque part ça a sauvé, je pense, j'espère qu'ils auront la capacité, à la limite, de faire leur introspection pour voir concrètement qu'est-ce qu'ils peuvent changer pour se réconcilier avec le peuple. Alors, qu'est-ce qui peut changer pour le peuple? Il nous reste peu de temps, mais juste une question rapidement à vous deux. 2025, quelle aube nouvelle vous voyez pour le Mali? On fonde beaucoup d'espoir sur Assimi. Qu'il nous fasse rêver, qu'il nous propose mieux que 2024 quand même, et que, à la limite, comme il disait, que les fruits portent la promesse des fleurs. 2025, on peut dire qu'il y a d'espoir, l'aube nouvelle pour le Mali. Bon, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite, hein, parce que franchement, après une année éprouvante, on pense réellement, comme disait l'autre, il faut souvent de la peine pour en tout cas espérer avoir le bonheur. Donc moi je crois que nous avons suffisamment peiné, nous avons suffisamment souffert, et je pense que 2025, j'ose espérer quand même que les autorités vont comprendre et elles vont faire mieux pour que nous puissions véritablement sortir de la crise et de la crise multidimensionnelle. Alors, chers téléspectateurs, on espère bien que le jour s'élèvera pour que le Mali s'éveille à nouveau au monde. Alors, nous refermons notre débat du jour. Sachez que nos invités étaient Alexis Kalambiri, journaliste, directeur de publication du journal Mali Tribune, et Youssouf Sissoko, directeur de publication du journal Athénance. Quant à moi, je vous souhaite de passer à nos compagnies de très bons moments. Que Dieu bénisse le Mali et que cette nouvelle année 2025 soit une année d'espoir pour que le Mali s'éveille au monde et retrouve sa place dans le Conseil des Nations. Au revoir, que Dieu bénisse le Mali.